connaissez par cœur, Melissa Nittenberg, qui intervient très régulièrement dans cette émission. Et on en est très fiers de vous avoir à nos côtés sur ce plateau. Vous êtes coach créative. On vous avait reçu également plusieurs fois aux alentours du premier confinement pour justement qu'on puisse appréhender cette période de façon psychologique, créative également. J'aimerais qu'on fasse un premier point justement sur tout ça. Quels ont été les retours de vos premiers clients ? En fait, je pense que la première chose qui s'est passée, c'est que les gens étaient assez surpris de ce confinement. Ils n'étaient pas très préparés à ça. Et qu'il y a eu beaucoup de précautions qui ont été prises. Mais moi, ce que je retiens de ce premier confinement, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de créativité, d'inventivité autour d'une nouvelle façon d'interagir les uns avec les autres. Il y a eu des très, très beaux élans de solidarité. Il y a des artistes qui ont fait des choses absolument magnifiques. Et je pense que ça, c'est pour moi une graine qui est assez belle, qui est assez puissante et qu'il faut qu'on garde aussi à l'esprit. Disons que là, l'allié, c'est le temps. Puisque donc, comme on est confiné, si on n'est pas en télétravail, on a un peu plus de temps de développer nos compétences et peut-être effectivement de trouver une nouvelle organisation au sein de sa famille. Évidemment, comment vous accompagnez, vous, vos clients en tant que coach créative ? Bien, il y a la magie d'Internet. Ça, c'est vrai que, je le cache pas, c'est vraiment quelque chose que moi j'utilise et très souvent les clients n'ont pas, du fait d'Internet, n'ont pas cette impression d'être à distance parce que ça crée quand même de la proximité. Donc, il y a des consultations qui sont faites comme ça. Donc, j'accompagne autant les gens sur leurs projets que sur, je dirais, leur développement personnel, leur vie. Voilà. Alors, il se trouve, c'est vrai que nous sommes au cœur d'une société ou alors on nous demande de ne plus avoir d'interaction sociale avec la moindre personne que l'on croise, que ce soit nos proches ou les simples petits saluts amicaux, vous savez, qu'on avait dans la rue. « Bonjour Monsieur Dupont, mes amitiés à votre femme !» Bon, évidemment, on peut toujours le dire, mais on se serra un peu moins la main. Évidemment. Donc, comment vivre dans cette société sans contact ? On résume tout ça en images, puisque c'est vrai que les scientifiques, en plus, sont assez unanimes. Les contacts physiques sont assez importants. Donc, on va tout expliquer d'abord en images et ensuite avec vous, Melissa. On se fait la bise ? Non, mais un check si tu veux. Visionnage de vidéos ou lecture sur smartphone dans les transports en commun, réunions virtuelles, télétravail, gestes barrières. Même si les Français n'étaient plus que 66% à éviter les embrassades fin août, contre 92% en avril, la crise sanitaire a malgré tout changé en profondeur nos habitudes. On évite les contacts. Problème, les scientifiques l'ont démontré, le contact physique ritualisé crée une sécurité relationnelle essentielle. C'est un besoin vital, quel que soit l'âge. Les bébés privés de contact et de toucher de la part de leurs parents dépriment rapidement. Dans les EHPAD, de nombreuses personnes âgées confinées sont atteintes du syndrome de glissement et perdent le goût de vivre. Et oui, le contact physique qui procure de la réassurance est au cœur même de la relation humaine. S'en priver génère frustration, carence affective et impression que l'autre nous rejette. Et cette souffrance peut parfois être source de violence. Ah, rien de mieux qu'un câlin pour se sentir bien. Rien de mieux qu'un câlin pour se sentir bien. Je suis d'accord, je vous en ferai plein, Melissa, si on le pouvait. Mais même avec votre invité, maintenant, il y a un plexiglas. Donc maintenant, on ne peut vraiment plus. Mais j'ai l'impression, c'est peut-être une réponse ou une interrogation évidente, mais on a l'impression quand même que ces contacts physiques sont importants, puisqu'on a même créé des checks avec le pied, avec le coude. C'est qu'on en a besoin. Oui, on en a besoin, mais je vais vous prêter une petite expérience là justement, parce qu'on n'a pas besoin de finalement faire. On peut pas faire des câlins aux autres, mais on peut s'en faire aussi à soi-même. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais les garçons, vous voulez pas vous faire des câlins vous-même ? Je fais ça tous les Ah bon, voilà. Non, mais cette importance C'est vrai que ça, du contact avec soi. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça aussi. Et du coup, ça manque beaucoup. Il y a des personnes âgées qui se plaignent justement de ce manque de contact-là. Et je pense que c'est ça auquel on revient aussi, par cette notion de frustration du contact. Bon, c'est sûr qu'après, d'un point de vue médical, ça va limiter le nombre de grippes et de gastro cet hiver, hein, de toute façon. Oui. Hein, c'est oui. bon. Il faut essayer d'y voir le positif à chaque fois de toutes ces situations. Mais comment, je sais pas moi, quand il y avait une excitation, je pense aux fans de foot par exemple, ou dans une entreprise, quand on remporte un dossier ou une candidature, on était excité, on se prenait dans les bras comme ça, la collade, comme vous venez de nous faire faire. Comment on peut remplacer ça ? Comment on peut remplacer un câlin quand une personne pleure ? Elle est triste, on lui dit « Oh, viens, je te fais un câlin pour la réconforter ». C'est compliqué. En fait, je pense qu'au-delà du geste,
Je pense que c'est une notion de présence et c'est comme un rituel. Et le contact physique est un rituel qui vient célébrer ça. Et je pense que maintenant, il faut arriver à trouver d'autres manières de célébrer ces rituels-là, ces moments qui restent importants. Et je pense que c'est là où il faut faire aussi la différence entre le geste et entre le rituel, la célébration dont on a besoin. Est-ce que finalement, c'est pas un moment propice aussi pour créer d'autres solutions, d'autres possibilités de créer un contact avec une personne? Oui. Alors pour moi, là, on a un premier contact ensemble. On a un contact visuel. Les yeux. Ouais, qui est une présence. Et en fait, je pense que ça vient réinterroger aussi le rapport qu'on a les uns avec les autres et la manière aussi dont on est présent à l'autre. Mais ne serait-ce que déjà, voilà, le contact visuel. Si je m'arrête de parler, il se passe quelque chose aussi qui est différent. Et je pense que c'est aussi toute une manière aussi de percevoir le contact avec l'autre au-delà d'un geste. Et on le voit d'ailleurs dans différentes ethnies, il y a différentes manières de se dire bonjour. Absolument. Par exemple? Par exemple, moi j'étais très surprise, en Afrique du Sud, eh bien on crache devant les pieds de l'autre. Oh bah... Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, cracher n'est pas Covid. Oui, là, c'est pas très Covid. C'est pas très Covid. Non, mais ce que je veux souligner par ça, c'est qu'on a des rituels, des manières de faire qui sont différentes aussi. Et qu'on peut du coup recréer des choses qui sont différentes, Absolument. qui vont porter un sens différent. C'est ce qui se passe avec les nouveau-nés aussi. On ne peut pas leur parler, il n'y a pas d'échange verbal. Et tout se passe avec le contact visuel. Et on arrive à échanger énormément avec un nouveau-né, juste avec le regard. Tout à fait. À propos de contact visuel, justement, j'aimerais qu'on entende tout de suite Chloé, parce qu'il est important parfois pour certaines personnes de maintenir ce contact visuel et elle nous explique que c'est même vital. Je suis éducatrice spécialisée et je travaille avec des adolescents sourds. Le respect des gestes barrières est très compliqué pour eux. La plus grosse difficulté, c'est le port du masque, parce qu'en LSF, les expressions du visage sont essentielles. Pour la plupart des sourds, il est important de pouvoir lire sur les lèvres. Donc forcément, ça a des impacts sur leur apprentissage, sur leur socialisation. De plus, les contacts physiques sont essentiels pour eux. Par exemple, ils s'interpellent en se touchant. N'est-ce pas là la preuve que le contact humain est primordial dans la communication avec l'autre ? Et oui, et puis ça veut dire qu'on se réinvente aussi avec les codes. Les codes entre les personnes, parce que là, effectivement, on l'entend que pour ce public-là, c'est important, le contact visuel, puisqu'il parle avec ce contact visuel. Donc ça veut dire, nous aussi, nous réinventer dans les codes. Est-ce que Bertrand et vous, le contact physique vous manque? Énormément. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter d'embrasser. Et en plus, j'ai attrapé le Covid très vite, donc je me sentais un peu immunisé. Pendant tout le développement de l'association, il y avait 200 bénévoles, on était dans les hôpitaux, donc évidemment à l'hôpital, on mettait le masque, mais on était quand même tous ensemble, même si on a respecté dès le début, notamment en cuisine, la façon dont on travaillait. Mais c'est très compliqué, moi, ça a mis 6 mois. Vous avez chopé le Covid, Alexandre? Il y a 7 mois, je peux le rattraper maintenant. N'empêche qu'on en rigole de ça, mais je pense que ça fait peur beaucoup de gens, hein. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de fois où quand quelqu'un éternue ou tousse dans les métros ou dans les bus, etc., d'un seul coup, hop, avant ça gênait personne, on pouvait choper la grippe, on s'en fichait. Là, d'un seul coup, là aussi c'est compliqué, Mélissa. Même en tant que parent, voilà, quand on a aussi son enfant qui tout de suite a de la fièvre, tout de suite ça crée un arrêt, on n'a plus la même liberté qu'on avait aussi auparavant. Et je suis complètement d'accord avec vous, je pense que c'est quelque chose qui est important et qui est compliqué à arrêter le contact. Ça fait peut-être un petit peu peur, ça veut dire que ça renforce un peu l'individualisation, non? Alors, non, je ne pourrais pas dire ça, parce que moi, ce que j'ai vu justement pendant ce premier confinement avec tous ces élans de solidarité, je trouve qu'au contraire, ça nous amène à être créatifs et à dépasser ça aussi pour garder cette solidarité. Je pense que c'est ça sur lequel il faut vraiment s'accrocher. Pourquoi est-ce que les gens ont décidé, ce deuxième reconfinement, de jouer le jeu? Il y a des gens qui s'encouragent aussi. Je pense qu'il y a quand même un élan de solidarité et d'entraide les uns avec les autres. Et je pense que c'est ça qui est vraiment à mettre en avant. Moi, j'y vois aussi un deuxième point positif à tout ça. C'est que finalement, peut-être qu'en fait, on va lâcher une bonne fois pour toutes les réseaux sociaux, ou en tout cas l'énergie qu'on développe à être tout le temps sur nos téléphones, à être tout le temps à épier la vie des uns et des autres
grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on le voit, quand on est déconfiné, tout le monde se précipite dans les bars, dans les restaurants. Il est important qu'on puisse revoir les gens, etc. Donc, finalement, l'ère des réseaux sociaux risque peut-être d'être anéantie après tout ça. Là aussi, vous n'êtes pas d'accord? Ah bah décidément. Ah bah, je posais bonne question, moi. Non, il y a une chose dont vous parlez que je trouve qui est importante, parce qu'avec ce confinement, il y a eu des records de vente de tapis de yoga. Les gens sont revenus vers le bien-être, vers la méditation. Les gens sont revenus aussi vers le jardinage, le rapport à la terre, le rapport à la nature. Donc je pense que ça, c'est un effet. Là, j'irais dans votre sens en disant que c'est un effet positif aussi on va lâcher aussi ces réseaux, parce qu'il y a des choses qui sont essentielles. Et comme on s'en rend compte dans ces moments-là que ça nous manque, on se rend compte de l'importance de ces espaces-là, du bien-être, de la méditation, du rapport au jardin, du rapport au contact, à quel point il y a des êtres qui nous manquent profondément. Je pense que ça nous aide à des prises de conscience. Et c'est là où je vous dirais que c'est bien, parce qu'on se rend compte qu'il faut lâcher les réseaux sociaux, même si... Et je dirais quand même que les réseaux sociaux nous permettent aussi de garder le contact. C'est vrai, c'est vrai. Quand on a les adolescents, sans ça, ils n'avaient plus de vie. C'est ça. Et c'est ce qu'on leur a dit dès le début du confinement. On dit, vous avez de la chance, vous avez encore FaceTime, Zoom ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas faux. Nous, dans notre génération, on n'aurait vraiment eu plus aucun contact avec nos amis, quoi. Donc, c'est bon, bah, je retire ma question. J'ai compris. Vous avez raison. Et puis, du coup, vous m'avez convaincu. Bravo à tous les deux. Bertrand, vous êtes boucher. Tout à fait. Et il se trouve que vous, entre le contact clientèle et même avec les professionnels, les agriculteurs, les gens avec qui vous travaillez, est-ce que cette société sans contact a changé votre métier? Non, pas beaucoup, parce que on avait un contact. Je suis toujours derrière ma vitrine, donc déjà, par rapport à ça, il n'y avait pas un contact direct, ne serait-ce qu'avec les maquignons. Les éleveurs, maintenant, j'y vais de moins en moins parce que je travaille avec une dizaine d'éleveurs. Mais maintenant, on passe pas mal par téléphone. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Pour ma part, ça n'a pas changé grand-chose. Bon, donc là, on est quand même entre ce que vous venez de dire sur les réseaux sociaux, plus votre métier qui n'a pas changé, on est quand même rassuré finalement. Donc, est-ce qu'on peut vivre dans une société sans contact pour conclure cette partie? J'aimerais dire oui et non, les deux ensemble. Eh bien, bon courage. Et vous aussi, chez vous, vous avez 1 heure pour rédiger votre copie. Merci beaucoup, Mélissa. rêvecréetransmet.com, c'est votre site internet. Vous allez visiter le site de Mélissa, bien entendu.